À 19h57, ce soir-là, le téléphone sonne sur un bureau aux dossiers empilés. Dans un appartement parisien plongé dans une lumière jaune d'hôpital, dans 7 minutes à peine, à 20h, la France va découvrir en direct le nom de son nouveau chef de gouvernement. Deux noms circulent avec insistance, Michel Rocard et Édith Cresson. Lui, l'intellectuel, le réformateur respecté, l'homme que les commentateurs présentent comme évident. Elle, la femme que personne ne prend vraiment au sérieux, que certains raillent déjà à voix basse. Dans 7 minutes, une seule chose comptera. Lequel des deux décroche le pouvoir? Ce qu'aucun téléspectateur ne sait, à cet instant précis, c'est tout le chemin qui a conduit Édith, petite fille plutôt timide de la banlieue parisienne, au bord de ce précipice historique. Le coup de fil n'a pas encore retenti, mais la mèche est allumée. Le temps file. Et pour elle, la marge d'erreur est désormais nulle. Pour comprendre cette scène, il faut rembobiner l'histoire. Édith Cresson naît le 27 janvier 1934 à Boulogne-Billancourt, dans une France qui danse encore sur les cendres de la crise de 1929, sans savoir que la tempête qui arrive sera bien pire. Dans les rues, l'ombre de la guerre précédente plane toujours. Les anciens combattants traînent leurs blessures, les journaux parlent de Hitler comme d'un lointain danger un peu abstrait. Dans cet environnement fragile, la petite Édith pousse dans un milieu bourgeois, confortable mais strict. Son père est dentiste, figure d'autorité silencieuse, respectée, presque intimidante. Sa mère règne sur la maison avec une efficacité froide. Les règles sont claires. Les filles doivent être polies, bienséantes, discrètes. On ne parle pas trop fort, on ne dérange pas, on ne contredit pas. Surtout, on ne rêve pas de pouvoir, mais dès l'enfance, quelque chose cloche. On raconte qu'un jour, alors qu'on lui demande ce qu'elle veut faire plus tard, Édith répond sans rire « décider ». Pas être maîtresse, ni infirmière, ni maman. Non, décider. Personne ne prend cette phrase au sérieux. On sourit, on lui tapote la tête. Pourtant, dans ce « décider » prononcé par une fillette de quelques années, il y a déjà tout ce qui suivra. Puis arrive 1939. Les sirènes, les colonnes de réfugiés sur les routes, les voix tremblantes à la radio. La petite Édith, comme tant d'enfants de sa génération, découvre la peur à hauteur d'enfant. Les fenêtres qui se couvrent de papier, gommés, les conversations qui s'interrompent quand elle entre dans la pièce, les adultes qui chuchotent des mots qu'elle ne comprend pas, débâcle, occupation, collaboration. Boulogne-Billancourt, avec ses usines, devient une cible pour les bombardements. Les nuits sont parfois déchirées par le grondement lointain des avions. C'est dans ce tremblement du monde que se forge une première conviction silencieuse. L'histoire peut à tout moment dévorer les vies ordinaires. Et ceux qui décident, là-haut, peuvent sauver ou abandonner. La libération marque une rupture brutale. Dans les rues, on rase des femmes accusées d'avoir aimé des Allemands. On acclame De Gaulle. On règle des comptes. L'enfant observe. Elle voit comment le courage et la lâcheté se confondent, comment les certitudes d'hier deviennent les hontes de demain. Cette France qui change de visage en quelques semaines va nourrir chez elle une méfiance durable pour les postures héroïques trop tardives pour les donneurs de leçons. Elle ne le sait pas encore, mais cette méfiance deviendra un de ses traits politiques. À l'école, Édith n'est pas la plus brillante, mais elle est tenace. Elle n'abandonne pas un exercice tant qu'elle n'a pas compris. Elle s'obstine, s'acharne, refuse d'accepter qu'une difficulté soit simplement trop dure pour une fille. À l'adolescence, elle découvre les grandes avenues de Paris, les vitrines, les livres, les cafés où se réunissent les intellectuels. Elle a l'impression d'entrer dans un théâtre dont elle ne connaît pas encore le rôle, mais dont elle sent déjà l'importance. Dans l'après-guerre, la France se reconstruit, on parle de modernisation, de plans, d'équipements. Les hommes, surtout, sont appelés à participer à ce grand mouvement. Ingénieurs, hauts fonctionnaires, patrons. Les femmes, elles, sont invitées à accompagner, à soutenir. Édith, elle, veut comprendre comment tout cela fonctionne. Elle se tourne vers des études économiques et commerciales. Elle découvre les graphiques, les statistiques, la logique impitoyable des chiffres. Ce n'est pas l'abstraction qui l'intéresse, mais ce que ces chiffres racontent des vies humaines, des emplois, des salaires, des fermetures d'usines. Quand elle entre dans le monde du travail, dans les années 50, la scène est presque toujours la même. Elle pousse la porte d'une salle de réunion et tous les regards masculins se tournent vers elle. Surpris,
Certains sourient, d'autres se raidissent, quelques-uns ricanent à peine. Une femme dans le marketing, une femme dans la stratégie, une femme qui parle de chiffres, on la teste, on la provoque, on lui coupe la parole. Elle note tout. Elle enregistre chaque humiliation, chaque condescendance, comme autant de preuves qu'elle garde au fond d'elle-même. Un jour, elle le sent, il faudra rendre des comptes. Dans ce décor professionnel souvent hostile, elle rencontre Jacques Cresson. Il vient, lui aussi, d'un milieu sérieux, médical, rassurant. Il se marie, elle prend son nom, le couple s'installe, construit une vie de famille. 3 filles naissent. On pourrait croire que l'histoire va s'arrêter là. Une carrière correcte, un foyer, une existence bien tenue. Beaucoup de femmes de son milieu s'en contentent. Mais chez Edith, quelque chose résiste. À la fin des années 50 et au début des années 60, la France entre dans ce qu'on appelle les 30 glorieuses. La croissance explose, les réfrigérateurs envahissent les cuisines, les voitures remplissent les routes, de l'extérieur tout semble aller pour le mieux. Mais derrière la façade, des tensions montent, inégalités, guerre coloniale, crispation sociale. Edith Lee s'informe, écoute la radio. Elle est fascinée par la figure de François Mitterrand, cet homme à la fois mystérieux et hyper présent, qui parle au laissez-pour, conte qui semble dire « il y a une autre France possible ». La politique, pour elle, commence pourtant par quelque chose de très concret. Les injustices qu'elle voit au travail, des ouvriers licenciés sans explication, des femmes condamnées aux postes les plus ingrats, des régions entières sacrifiées sur l'autel de la rentabilité, à force de constater que les décisions se prennent toujours ailleurs par des hommes qui ne voient jamais les conséquences de leur choix, une colère froide monte en elle. Simple spectatrice ne lui suffit plus. Au milieu des années 60, elle franchit un pas que son entourage juge incompréhensible. Elle commence à fréquenter des réunions politiques, des salles des fêtes mal chauffées, des sous-sols enfumés, des chaises pliantes bancales. On distribue des tracts, on colle des affiches, on discute jusqu'à minuit. Dans ces réunions, elle découvre un autre monde, celui de la gauche non communiste, en recomposition permanente. Là, elle entend parler pour la première fois d'un homme qui deviendra à la fois son mentor et son destin, François Mitterrand. Elle n'est pas la seule à être attirée par cette galaxie, en train de se former. Un autre visage hante déjà les couloirs et les réunions, Michel Rocard. Plus jeune, technocrate brillant, passé par les grandes écoles, parlant d'autogestion, d'Europe, de réformes en profondeur. Quand Edith l'aperçoit pour la première fois, elle est frappée par le contraste. Lui incarne la modernité rationnelle, l'intelligence froide. Elle, c'est l'expérience du terrain, la colère contenue, la sensibilité aux situations humaines concrètes. Ils sont, dès le départ, 2 réponses différentes à la même question. Comment changer la France? Ils sont censés être dans le même camp. Ils le sont officiellement. Mais la politique n'est jamais une simple addition de bonne volonté. Dans les couloirs, on murmurera très vite un mot qui reviendra sans cesse. Concurrence. 2 ambitions, 2 styles, 2 chemins, et un jour, forcément, un choix à faire. Pour l'instant, Edith n'en est pas là. À la fin des années 60, elle s'encarte dans ce qui deviendra le Parti socialiste rénové autour de Mitterrand. C'est un choix audacieux. À droite, on pense que la France restera longtemps gouvernée par le gaullisme. À gauche, beaucoup croient que seul le Parti communiste a un avenir. Miser sur Mitterrand, sur une gauche socialiste encore faible, c'est accepter l'idée de se battre longtemps dans l'ombre. Les années 68 arrivent comme un tremblement de terre. Les pavés, les slogans, les barricades, les usines occupées. Edith regarde, médusée, ces étudiants qui occupent la Sorbonne, ces ouvriers qui bloquent tout. Elle partage l'indignation, le refus des hiérarchies absurdes, la soif de liberté. Mais elle voit aussi que derrière le désordre, il faudra tôt ou tard des décisions précises, des lois, des politiques publiques. Un monde ne se gouverne pas seulement avec des slogans. Elle ne veut ni rester spectatrice des révoltes, ni se contenter de les applaudir après coup. Elle veut être de ceux qui transforment la colère en changement concret. Dans son parti, elle se fait remarquer, non pas par des grandes envolées lyriques, mais par une organisation sans faille. Elle est de celles qui s'occupent des détails dont personne ne veut. Les listes électorales, les campagnes locales, les réunions interminables. On dit souvent que la politique se gagne à Paris.
Elle découvre que les vraies batailles commencent dans les petites villes, les conseils municipaux, les comités de quartier. C'est là qu'apparaît l'un des plus grands tournants de sa vie. On lui propose de se présenter aux élections municipales dans une ville de province, Châtellerault, dans la Vienne. Pour beaucoup, c'est une mauvaise idée. Quitter l'Île-de-France, s'enterrer dans une ville industrielle en déclin, loin des lumières parisiennes? Quel intérêt! Mais pour Edith, c'est au contraire une chance. On lui offre un terrain, une population, une réalité à transformer. Elle accepte. Châtellerault, fin des années 60 et début des années 70. Une ville marquée par la présence militaire, l'industrie, les ateliers, les usines qui tournent encore, mais menacent déjà de ralentir. On sent venir la crise comme on sent l'orage avant le tonnerre. L'air est plus lourd, les regards plus inquiets. Elle y arrive avec ses convictions, ses dossiers, ses idées d'aménagement, de développement, de rénovation urbaine. On la regarde comme une étrangère et, pire encore, comme une femme étrangère. Dans les réunions publiques, les remarques fusent à peine déguisées. Une femme mère. Et puis quoi encore? Vous allez vous occuper de la crèche, pas de l'usine, non? Ce qui aurait pu briser quelqu'un d'autre la renforce. C'est là, dans cette petite ville, où chaque voix se gagne une par une, que se durcit sa carapace. Elle apprend à encaisser les attaques, à répondre du tac au tac, à ne pas se laisser enfermer dans le registre de la douceur attendue. Chaque conseil municipal est un combat, chaque fermeture d'atelier est une blessure. Elle passe ses soirées à écouter les ouvriers, les commerçants, les familles. Elle constate à quel point les décisions de Paris dévastent des vies, sans même les regarder. En 1971, puis en 1977, les élections municipales sont autant d'épreuves du feu. Il y a des nuits où elle doute, où elle se demande si tout cela vaut la peine, où elle envisage presque de tout arrêter. Elle a une famille, des enfants, un métier. Pourquoi s'obstiner à se confronter à tant de mépris? Mais chaque fois, un événement la ramène à sa colère d'origine. L'annonce d'un plan social, la lettre d'une famille qui ne peut plus payer son loyer, un regard de détresse croisé dans un hall d'immeuble. C'est à ce moment-là que le conflit avec son principal concurrent à gauche se précise. Michel Rocard a lui aussi son fief, son réseau, sa stratégie. Il incarne une gauche moderne, pro-européenne, technocratique, séduisante pour certains cadres, pour les médias. On commence à murmurer qu'il pourrait devenir, un jour, le grand leader de la gauche non communiste. C'est le genre d'hypothèse qui, pour une Édith gravissant péniblement les échelons depuis sa petite ville de province, sonne comme une menace. Si Rocard s'impose, que deviendront ceux qui, comme elle, parinent sur Mitterrand et sur une gauche enracinée dans les territoires? La compétition n'est pas encore frontale, mais elle est là, en filigrane, dans chaque congrès du Parti socialiste. D'un côté, les partisans de Rocard, qui parlent de rigueur, d'Europe, de réforme, de modernisation. De l'autre, les mitterrandiens, dont fait partie Edith, qui mettent en avant l'union de la gauche, la rupture avec le capitalisme, la défense des classes populaires. Elle se range clairement dans ce second camp, par conviction autant que par intuition stratégique. Mais pour que ce pari ne soit pas qu'un acte de foi, il faut qu'il réussisse. Et surtout, il faut qu'il réussisse vite. Car une autre limite s'impose, insidieuse, le temps. Dans les années 70, une femme qui veut percer en politique sait qu'elle n'a pas 50 ans devant elle. Le système est impitoyable, les erreurs ne sont pas pardonnées, les retards se payent cash. Si, à l'orée des années 80, elle n'a pas franchi le seuil national, elle restera une élue locale, respectée peut-être, mais sans réelle capacité d'influer sur le destin du pays. Or, à l'horizon se dessine une échéance décisive, l'élection présidentielle de 1981. Les sondages, pour la première fois, laissent entrevoir la possibilité d'une victoire de la gauche. Dans les réunions internes du Parti socialiste, l'atmosphère change. On ne parle plus seulement de programmes, de congrès, mais de ministères, de postes, de responsabilités. Qui sera ministre de quoi? Qui aura la confiance de Mitterrand? Qui incarnera le renouveau? Pour Edith Cresson, le compte à rebours commence là. Il lui reste quelques années, tout au plus, pour prouver qu'elle n'est pas seulement une mère de province courageuse, mais une femme, capable de gérer un ministère, de tenir tête aux grands patrons, aux hauts fonctionnaires, aux médias. Chaque discours, chaque interview, chaque déplacement est un test. Elle n'a pas droit à la médiocrité. Son concurrent, lui, est déjà dans les livres, dans les colonnes des journaux, dans les dîners en ville.
Elle doit se battre pour chaque seconde d'antenne. Dans les couloirs feutrés où se décide l'avenir de la gauche, une question flotte déjà, comme un présage. Si Mitterrand gagne, à qui fera-t-il confiance? À Rocard, le favori logique, rassurant pour la bourgeoisie progressiste? Ou à des figures moins attendues, plus rugueuses, plus populaires, comme Édith Cresson? Elle ne le sait pas encore, mais la réponse à cette question la propulsera, quelques années plus tard, au cœur d'une tempête politique et médiatique sans précédent. Pour l'instant, elle avance, tête baissée, portée par cette certitude intime née dans la France bombardée de son enfance. Le pouvoir appartient à ceux qui osent le prendre, même quand personne ne vous y attend. Et pendant que les usines de Châtellerault commencent à ralentir, que les ouvriers froncent les sourcils en regardant les bulletins d'information, que le Parti socialiste aiguise ses armes pour 1981, une horloge invisible continue de tourner, elle ne laisse à Édith qu'un laps de temps limité pour transformer une carrière locale en destin national. Lorsque les aiguilles atteindront l'heure décisive, il ne restera plus que 2 noms en balance. Et la bataille qu'elle mène, dans l'ombre contre le scepticisme, contre le sexisme, contre son grand rival de gauche, ne sera plus un simple affrontement d'ego. Ce sera une question de survie politique. En 1981, quand les Français font la queue devant les bureaux de vote, beaucoup viennent pour virer la droite. Très peu se doutent qu'en coulisses, un homme a déjà griffonné au stylo plusieurs noms sur une feuille de papier à en tête de l'Élysée. Et qu'au milieu de ces noms, celui d'Édith Cresson est entouré d'un trait rageur. Si la gauche gagne, certains croient que l'avenir se jouera entre grandes figures masculines, rassurantes. Ils ignorent qu'une femme de province, au parler tranchant, vient d'entrer dans le cercle très étroit des possibles ministres, et que pour elle, cette élection n'est pas une simple alternance. C'est un compte à rebours. Si la gauche échoue, sa carrière nationale est probablement terminée. Les années qui précèdent le 10 mai 1981 sont celles d'une course sans filet. Édith a déjà pris pied à Bruxelles. En 1979, elle est élue députée européenne. Ce n'est pas la lumière crue de Matignon, mais c'est une rampe de lancement. Elle découvre les couloirs interminables du Parlement européen, les dossiers épais comme des annuaires, les débats sur l'avenir agricole, de l'Europe, la concurrence industrielle, le marché commun. Là encore, on la regarde d'abord comme une curiosité. Une Française, socialiste, femme, et pas issue de l'ENA. On la sous-estime, elle laisse faire. Sous les plafonds trop bas des salles de commission, elle apprend une chose essentielle. Le pouvoir ne se joue pas seulement à Paris, mais aussi dans cette étrange machine européenne qui commence à dicter ses normes au pays. Pendant que Michel Rocard, lui, s'affirme comme la coqueluche d'une partie de la gauche moderne, Édith accumule les rapports. Les interventions discrètes mais solides, Rocard brille sur les plateaux télé. Elle gagne du crédit dans les dossiers complexes que presque personne ne lit. 2 styles, 2 vitesses, 2 façons de séduire Mitterrand. Et toujours cette question en suspens. Le jour venu, de quel côté se tournera le futur président? Dans les réunions internes du Parti socialiste, la tension monte. 1981 approche. Mitterrand a déjà perdu en 1965, puis en 1974. S'il échoue à nouveau, tout son camp sera emporté avec lui. Édith le sait. Si cet homme échoue une 3e fois, elle aura misé sur le mauvais cheval et son horizon se limitera à Châtellerault. Le temps joue contre elle, contre lui, contre toute une génération de militants qui ont mis leur vie entre parenthèses pour cette hypothèse folle. Voir un jour la gauche gouverner réellement la France. La campagne présidentielle de 1981 est un tourbillon. Édith parcourt le pays, enchaîne les réunions, les meetings, les déplacements éclairs. Dans les trains de nuit, elle revoit ses notes à la lueur blafarde des lampes de wagon. À chaque étape, une petite foule, des mains serrées, des promesses, des colères aussi. Elle voit dans les yeux des ouvriers licenciés, des paysans étranglés par les dettes, ce mélange de fatigue et d'espoir qui fait les grands basculements historiques. Si cette vague retombe une fois de plus, elle pourra difficilement leur expliquer pourquoi ils devraient encore y croire. Le 10 mai, à 20h, quand le visage de François Mitterrand apparaît sur l'écran de télévision avec un bandeau élu, la France hurle, danse, pleure.
Dans certaines villes, on s'embrasse dans la rue, on brandit des roses, on klaxonne jusqu'au milieu de la nuit. Dans un salon parisien plus discret, Edith regarde les résultats en silence. Elle ne saute pas de joie. Elle comprend immédiatement ce que ce visage à l'écran signifie pour elle. Soit elle entre maintenant dans le premier cercle, soit elle sera condamnée à rester, pour l'histoire, une simple marchepied de cette victoire. Les jours qui suivent sont d'une violence invisible. Les journalistes spéculent. Qui sera Premier ministre? Mauroy, Rocard, Defferre. Les noms tournent, se répètent. On évoque vaguement quelques femmes, par politesse, mais personne ne les croit vraiment destinées à siéger au Conseil des ministres, autrement qu'en décor. Dans les bureaux feutrés de la rue de Solferino, les ambitions se heurtent, les coups de fil se multiplient, les promesses se font et se défont en quelques heures. Edith, elle, ne plaide pas sa cause en public. Elle sait que ce n'est pas là que ça se jouera. Quand le téléphone finit par sonner, ce n'est pas pour Matignon. C'est pour un ministère clé, l'agriculture. Un portefeuille explosif dans un pays où les paysans ont déjà fait tomber des gouvernements en renversant des citernes de lait et en déversant du fumier devant les préfectures. On ne confie pas ce dossier-là à quelqu'un en qui l'on n'a pas confiance. Mitterrand lui donne ce signal silencieux. « Je compte sur vous ». Elle comprend aussi le sous-texte « Je vous envoie au front ». La scène est presque irréelle. Dans les couloirs du ministère de l'Agriculture, rue de Varennes, des portraits de ministres barbus, moustachus, tous masculins, se succèdent sur les murs, et voilà qu'une femme en tailleur sombre, au regard dur, s'avance vers le bureau ministériel. Les directeurs d'administration, costumes gris, mine circonspecte, l'attendent avec un mélange de curiosité et de scepticisme. L'un d'eux confiera plus tard avoir pensé « Ça ne tiendra pas 6 mois ». Il se trompe. Elle tiendra près de 2 ans en laissant des traces. Dès les premières semaines, le choc est frontal. Les syndicats agricoles, longtemps habitués à négocier entre hommes, testent la nouvelle ministre. Réunion houleuse, voix qui monte, accusation de naïveté. On lui explique avec condescendance que la vraie vie, ce sont les champs, pas les bureaux. Elle répond chiffres en main, dossier sous le bras, sans chercher à se faire aimer. Quand un responsable lui lance que les femmes ne connaissent rien à la terre, elle rétorque « La terre, je la respecte assez ». Pour ne pas la laisser mourir avec des slogans. Ce que je connais, ce sont les chiffres qui disent que vos exploitations ne tiendront pas 10 ans si on ne change rien. Le silence qui suit vaut toutes les claques. Mais le défi n'est pas seulement national. À Bruxelles, la politique agricole commune est un monstre bureaucratique qui décide des prix, des quotas, des subventions. Edith doit se battre à la fois contre les habitudes françaises et contre les compromis européens. Dans les salles de négociation, à l'odeur de café froid et de tapis poussiéreux, elle affronte des ministres allemands, italiens, néerlandais qui la regardent d'abord comme une anomalie. Chaque réunion est une guerre d'usure. Elle lève la main, coupe la parole, exige des concessions. Certains la trouvent brutale. Elle s'en moque. La seule chose qui compte, ce sont les résultats que ramèneront les camions de lait et les comptes bancaires des exploitants. Pendant ce temps, Michel Rocard, écarté de Matignon au profit de Pierre Mauroy, entre quand même au gouvernement. Il conserve son image de premier ministrable, l'homme qui aurait pu, qui pourrait encore. Dans les sondages, il devance souvent tous les autres socialistes, parfois même Mitterrand lui-même. Cette popularité est pour elle comme une ombre portée, elle dans ses bottes de caoutchouc sur les exploitations de la Beauce, lui en costume sombre sur les plateaux télé, expliquant calmement ce qu'il aurait fait différemment. 2 trajectoires parallèles, mais pas égales aux yeux des commentateurs. En 1983, tournant majeur, la rigueur. Les caisses sont vides, la France décroche. Le gouvernement doit choisir, continuer le grand soir socialiste au risque du chaos financier, ou changer de cap. Mitterrand tranche, ce sera le tournant de la rigueur. Francfort, maîtrise des dépenses, ouverture assumée au marché. Pour la gauche, c'est une déflagration idéologique. Des militants se sentent trahis, certains quittent le parti. Edith, elle, accepte ce virage sans se renier. Elle n'a jamais été une doctrinaire. Pour elle, gouverner, c'est arbitrer entre des contraintes brutalement réelles. Ce choix lui vaut un nouveau portefeuille. Elle passe au commerce extérieur, puis à l'industrie.
Elle quitte les champs pour les usines, les salons internationaux, les usines d'automobiles menacées de fermeture. Encore un univers saturé d'hommes. Dans les conseils d'administration, elle est souvent la seule femme autour de la table, entourée de PDG sur deux, de banquiers blasés, de hauts fonctionnaires rodés. Elle arrive avec sa voix un peu rauque, ses formules directes, ses colères maîtrisées. On raconte qu'elle peut fusiller une présentation entière d'un simple « ça, c'est du baratin ». Où sont les chiffres? Les années 1984-1986 sont une course folle pour sauver des emplois, négocier des plans de restructuration, attirer des investissements. La carte de France se ponctue de villes en sursis, usines de sidérurgie agonisantes, chantiers navals menacés, textiles étranglés par la concurrence asiatique. À chaque fois, la même scène, dans un hangar mal chauffé, devant des salariés en blouson, elle monte sur une caisse, prend le micro, explique sans fioriture, elle n'a pas peur d'annoncer les mauvaises nouvelles. Elle préfère dire la vérité, même brutale, plutôt que de se réfugier derrière des promesses intenables. Ce style sans vernis lui vaut autant de respect que de haine. Mais la fenêtre politique se rétrécit. 1986 approche. Les sondages annoncent une victoire de la droite aux législatives. Coïncidence cruelle. Au moment où Edith commence à s'affirmer comme une ministre solide, sa propre majorité s'effrite. Elle le sait. Si la droite revient, elle perdra son ministère. Et comme toujours pour elle, le temps n'a aucune pitié. Elle a plus de 50 ans. Dans un système politique qui préfère les jeunes hommes brillants aux femmes d'expérience, chaque année compte double. La droite gagne. C'est la première cohabitation. Chirac entre à Matignon, Mitterrand reste à l'Élysée. Edith sort du gouvernement. Beaucoup alors pensent que son heure est passée. On ne compte plus les journalistes qui écrivent, à mots couverts, la nécrologie politique de cette femme jugée trop rude, trop directe. Pas assez saillante médiatiquement face à un Rocard qui continue, lui, de caracoler dans les enquêtes d'opinion. On la décrit comme usée, rangée dans les placards, cantonnée à son fief de Châtellerault. Il ne voit pas que, dans l'ombre, elle resserre ses liens avec le seul homme qui compte encore vraiment pour sa carrière, le président. Car Mitterrand, lui, ne l'oublie pas. Il a de la mémoire, surtout pour ceux qui l'ont servi sans défaillir dans les moments difficiles. Il apprécie son sens du concret, sa loyauté rugueuse, sa capacité à encaisser les coups. Il sait aussi que, face à un Rocard devenu plus que jamais son concurrent interne, il lui faudra des relais fidèles. Edith est de ceux-là. En 1988, nouveau coup de théâtre. Mitterrand se représente. Malgré la lassitude, malgré la cohabitation, il gagne à nouveau. Cette fois, il choisit Rocard comme Premier ministre. Le rival d'Edith accède enfin à Matignon. Pour beaucoup, la boucle est bouclée. Rocard au sommet, Cresson dans les coulisses. Certains pensent même qu'elle ne reviendra plus jamais. Ils se trompent encore. Elle revient d'abord par la petite porte apparente, ministre déléguée aux Affaires européennes. Un poste technique sans grand lustre médiatique, placé sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères. Mais dans les faits, c'est un rôle central. L'Europe n'est plus un sujet lointain, elle prépare l'acte unique, le grand marché de 1993, les premières discussions qui mèneront à l'euro. Rocher de dossiers sur sa table, nuits à dépioter des textes, série de navettes Paris-Bruxelles, à un rythme qui casserait un corps moins solide que le sien. Là encore, elle s'impose par sa maîtrise des dossiers, par sa façon d'aller droit au but. Les diplomates, d'abord agacés par son style sans chichi, finissent par reconnaître qu'elle fait le travail. En 1990, Mitterrand la rappelle à un poste qu'elle connaît déjà, l'agriculture, rebaptisée et élargie. Le contexte a changé, la chute du mur de Berlin, la recomposition de l'Europe, la future entrée de pays de l'Est dans la machine communautaire. Les équilibres agricoles sont à nouveau bousculés. Elle revient au ministère comme une vétérane que l'on envoie sur un front familier, mais plus instable que jamais. Elle a désormais plus de 55 ans. Dans les couloirs, certains chuchotent qu'elle atteint l'âge où, en politique, on commence à pousser gentiment les femmes vers la sortie. Elle travaille comme si tout ne faisait que commencer. Pendant ce temps, à Matignon, Michel Rocard est pris dans un étau. D'un côté, l'opinion publique qui le porte encore haut. De l'autre,
qu'un président jaloux de ses prérogatives, peu enclin à laisser son Premier ministre lui faire de l'ombre. Les désaccords se multiplient sur la politique fiscale, sur l'Europe, sur la manière de gérer les crises sociales. Les réunions se tendent, les regards se durcissent. Mitterrand n'aime pas qu'on lui échappe. Rocard, lui, rêve d'un pouvoir plus autonome, il sait que l'horloge tourne aussi pour lui. S'il veut un jour devenir président, il doit transformer sa popularité en capital politique concret. Le conflit devient personnel, Edith observe tout cela avec une lucidité froide. Elle n'a aucune illusion sur la brutalité du système. Elle sait que, dans l'esprit de beaucoup, la vraie bataille se joue entre ces deux hommes. Pourtant, dans le second cercle, certains commencent à murmurer un scénario impensable quelques années plus tôt. Et si, le jour où Mitterrand se lasserait de Rocard, il choisissait une surprise? Un profil inattendu, hors des jeux classiques des baronnies socialistes. Une femme qui lui doit presque tout et qui ne lui fera jamais. Concurrence pour l'Élysée? Au début de 1991, la situation s'accélère, la guerre du Golfe éclate. La France s'engage militairement, les tensions internes au gouvernement atteignent un niveau insoutenable. Dans les rédactions, des éditorialistes parient sur la durée de vie du couple Mitterrand-Rocard. Les jours de ce dernier à Matignon semblent compter. Le Premier ministre lui-même le sent. Il devient, malgré lui, prisonnier de son image de sauveur impossible, trop populaire pour être ignoré, trop autonome pour être toléré. Puis vient ce moment où tout bascule. Mitterrand décide de se séparer de Rocard. La nouvelle circule d'abord en rumeur, puis en quasi-certitude, les prétendants se réveillent, Fabius, Jospin, d'autres encore. Dans les couloirs du pouvoir, on fait des listes, on calcule des équilibres de courant, on additionne des fidélités. Très peu pensent à Edith comme à une candidate sérieuse. Une femme à Matignon, en 1991, on sourit. On parle de symbole, pas de réalité. Pourtant, au cœur de ce tumulte, l'Élysée se ferme comme une forteresse. Mitterrand consulte très peu. Il sait que le choix de son nouveau Premier ministre dira tout. Son rapport à la gauche, à son propre parti, à l'histoire. Il a encore en tête les années de gouvernement, les coups encaissés, ceux portés. Il se souvient de ceux qui l'ont contesté, de ceux qui l'ont soutenu, de ceux qui sont partis, de ceux qui sont restés. Dans cette mémoire sélective, le nom d'Édith Cresson revient avec insistance. Elle, pendant ce temps, continue à travailler comme si de rien n'était. Les dossiers agricoles ne se mettent pas en pause parce qu'un Premier ministre est sur le point d'être démis. La PAC doit être renégociée. Les agriculteurs attendent des réponses. Mais elle sent bien que quelque chose flotte dans l'air. Certains regards changent. Des collaborateurs se montrent brusquement plus attentifs, plus respectueux. Des journalistes, qu'elle n'avait pas vus depuis longtemps, cherchent à la joindre. Le bruit court, son nom figure sur la liste. Elle n'y croit qu'à moitié. Une partie d'elle-même refuse d'imaginer ce qui, jusqu'ici, n'a existé que dans les romans. Une femme à la tête du gouvernement français. Et pourtant, une fin de journée de mai 1991, l'horloge recommence à battre plus fort. Le ciel de Paris est d'un gris uniforme. Dans un bureau encombré de dossiers, quelque part entre son ministère et son appartement, un téléphone attend. Elle sait que tout peut se jouer en quelques minutes. Que, comme 10 ans plus tôt, en 1981, un coup de fil peut à partir de 1981, la politique française va se découvrir un goût étrange pour les nuits blanches. Des couloirs de l'Élysée aux salles de rédaction. Un même parfum flotte, celui de la victoire et de la peur. Peur de la bourrasque économique qui arrive, peur des marchés qui grondent, peur de l'implosion interne. Et au milieu de ce chaos, une scène revient comme un leitmotiv. Deux silhouettes, dans le même camp, se toisent sans se toucher. Michel Rocard, l'homme raisonnable, déjà adoubé par une partie des élites, Edith Cresson, l'outsider dont on dit qu'elle est trop directe, trop nerveuse, trop femme. L'histoire vient de basculer à gauche, mais dans ce camp victorieux, la guerre commence à peine. Le 10 mai 1981, quand François Mitterrand gagne l'élection présidentielle, la France entière retient son souffle comme si elle entendait craquer la charpente d'un vieux monde. Dans les permanences socialistes, on pleure, on chante, on s'étreint. Dans certains salons, on calcule déjà comment se protéger. Châtellerault, elle, exulte. Edith Cresson sait que ce soir-là, ce n'est pas seulement une alternance, c'est sa fenêtre de tir. Une fenêtre étroite, une fente dans la porte.
parce qu'elle le sent, avec une lucidité glaciale. Si elle rate l'entrée maintenant, elle ne reviendra pas. Dans le système politique de l'époque, une femme peut être sympathique, courageuse, utile, mais rarement incontournable. Elle n'a pas le droit à l'attente. Son compte à rebours personnel s'est enclenché. Quelques années tout au plus pour devenir une figure nationale, sinon elle sera rangée. Sur l'étagère des promesses non tenues, Mitterrand compose son premier gouvernement. La gauche doit gouverner et prouver qu'elle sait gouverner. L'économie est déjà un champ de mines, inflation, chômage, industrie fragile. Dans ce contexte, la nomination d'Édith Cresson est à la fois un pari et un signal. On lui confie un portefeuille qui n'a rien d'un lot de consolation. L'agriculture, puis d'autres responsabilités qui la placent au contact direct des secteurs productifs, des syndicats, des crises concrètes. Dans une France où l'on imagine encore les ministres comme des hommes en costume sombre, elle apparaît avec une énergie tranchante, un débit rapide, une manière de regarder droit dans les yeux. Au début, cela intrigue, très vite, cela agace, et parfois, cela effraie. Elle découvre Paris version gouvernement, les dossiers de 100 pages dont dépend le sort de milliers d'emplois, les notes confidentielles qui se contredisent, les arbitrages rendus à l'aube, les hauts fonctionnaires qui testent les nouveaux ministres comme on teste. Un matériau, on cherche la faille. Dans cet univers, Rocard rôde comme une ombre portée, il est déjà là, incontournable, aimanté par les projecteurs. Rocard parle de modernisation, de méthode, d'Europe. Il rassure, il théorise, il donne le sentiment de maîtriser l'équation, on le présente comme le recours naturel, celui qui pourrait tenir la barre si la gauche chavire. Chaque fois qu'Édith Cresson prend la parole, une partie des commentateurs, même à gauche, traduisent mentalement « oui, mais Rocard », lui serait plus crédible. Et pourtant, sur le terrain, elle s'accroche, elle parle aux agriculteurs, elle traverse des exploitations, elle écoute des colères qui montent de la terre. L'agriculture française est un organisme immense, parfois archaïque, souvent fragilisé, pris entre la pression des prix, la concurrence et la construction européenne qui impose des règles. Les conflits sont bruts, routes bloquées, fumier déversé devant les préfectures, pneus brûlés au carrefour. Les caméras adorent ces images, les opposants aussi. Pour Édith, chaque crise est un duel. D'un côté, la colère des campagnes, de l'autre, la machine administrative, et au-dessus, les attentes de Mitterrand. Elle apprend vite une règle cynique. Un ministre n'est pas jugé sur ce qu'il fait, mais sur ce qu'il donne à voir. Dans les réunions interministérielles, elle comprend aussi autre chose. Le pouvoir, même à gauche, n'est pas une distribution de justice. C'est une arène. Et dans cette arène, le rival le plus dangereux n'est pas forcément celui d'en face, c'est celui qui, dans votre propre camp, attend. Votre faux pas pour apparaître comme l'option plus sûre. Rocard n'a même pas besoin de l'attaquer frontalement. La comparaison travaille pour lui, toute seule, comme une rumeur permanente. Un ministre un peu trop abrupt? Rocard ferait mieux. Un arbitrage contesté? Rocard serait plus solide? Une phrase maladroite? Rocard, lui, sait parler. Édith Cresson n'affronte pas seulement une personne, elle affronte un mythe médiatique construit autour de lui. Elle tente alors une stratégie à haut risque, être utile mais visible, se rendre indispensable par l'action et impossible à ignorer par le style. Or le style, quand on est une femme, devient une arme à double tranchant. Ce qui serait qualifié de poigne chez un homme devient agressivité chez elle. Ce qui serait franchise devient brutalité. Les mêmes phrases n'ont pas le même poids selon la bouche qui les prononce. Elle le sait, mais elle refuse de se lisser. Elle est persuadée qu'on ne gagne pas contre un Rocard en essayant de parler comme Rocard. Alors elle tranche, elle accélère, elle bouscule, et l'opinion fascinée se divise. Puis vient le premier grand tournant. La réalité économique rattrape le rêve politique. La gauche arrive avec des promesses. Elle se heurte à des contraintes. Les débats sur la rigueur, les réorientations, les renoncements partiels, tout cela fissure l'enthousiasme. Dans les cafés, on commence à dire « ils ne peuvent pas ». Dans les journaux, on commence à écrire « ils improvisent ». Et à l'intérieur, la compétition Rocard-Cresson change de nature. Ce n'est plus seulement qui aura les meilleurs postes, c'est qui incarne la solution. Rocard se place naturellement du côté du sérieux gestionnaire,
Edith, elle, refuse d'être cataloguée comme l'émotion ou l'instinct. Elle veut prouver qu'elle sait administrer, négocier, tenir. Elle obtient des dossiers sensibles, passe par différents ministères, s'attaque à des sujets qui touchent à la production, au commerce. Extérieur à la modernisation, les entreprises sont des champs de bataille, on y parle fermeture, plans sociaux, compétitivité. La France industrielle, celle des années 80, commence à ressentir le froid, celui des restructurations qui font sauter des vies en d'eau. Quelques lignes de tableur. Cresson se rend sur place, affronte des assemblées hostiles, essuie des huées. Certaines scènes sont presque cinématographiques. Hangars métalliques, néons blafards, ouvriers silencieux, un micro qui grésille. Et elle, seule, debout, a expliqué ce qu'on ne peut pas promettre. Dans ces moments-là, elle prend des coups. Mais elle prend aussi une sorte de légitimité brute, celle qu'on n'obtient pas dans les salons. C'est aussi l'époque où elle comprend que la presse ne lui fera aucun cadeau. Une femme ministre est un sujet permanent, non pas pour ses décisions, mais pour son ton, sa tenue, ses gaffes, ses humeurs. Elle devient un personnage. Et quand on devient un personnage, on perd une partie de son humanité publique. On est caricaturé, simplifié, rendu consommable. Ses adversaires internes utilisent ce climat. Certains, autour de Rocard, n'ont même pas besoin d'organiser une offensive. La mécanique médiatique suffit à l'éroder. La rivalité se nourrit d'elle-même. Pourtant, Mitterrand, lui, voit autre chose. Il observe les rapports de force, comme un joueur d'échecs observe les nerfs de son adversaire. Il sait que Rocard est populaire, mais il se méfie de sa capacité à devenir autonome, trop autonome. Il sait aussi qu'une figure comme Édith Cresson, loyale, combative, peut servir de contrepoids. Dans ce triangle, Mitterrand, Rocard, Cresson, rien n'est jamais dit franchement, mais tout est compris. Et ce jeu silencieux rend chaque geste plus dangereux. Arrive alors un moment où Édith sent le piège se refermer. Si elle reste une ministre parmi d'autres, Rocard finira par s'imposer, comme l'évidence, et elle sera réduite à une note de bas de page. Il lui faut un saut qui peut la propulser ou la briser. Son temps est compté, parce que les cycles politiques sont cruels. Un quinquennat s'est vite passé, et à l'approche de la prochaine présidentielle, les places se redistribuent, elle se fixe une limite intérieure, presque superstitieuse. Avant la fin de la décennie, elle doit devenir un nom qu'on cite pour Matignon. Sinon, ce sera fini. Les années passent, la gauche s'use, les crises se multiplient. Rocard, de son côté, avance ses pions, cultive son image, s'installe comme recours. Il finit par devenir Premier ministre en 1988, et là, pour Édith, c'est un coup de massue et un signal. Un coup de massue parce que le rival atteint le sommet qu'elle vise. Un signal parce que son accession prouve qu'il y a une faille dans le dispositif mitterrandien. Mitterrand accepte Rocard, mais il ne l'aime pas vraiment. Il le tolère, il l'emploie. Et dans cette nuance, Édith voit une opportunité. Le paradoxe est cruel. Rocard triomphe, mais son triomphe contient déjà le germe de sa fragilité. Être Premier ministre sous Mitterrand, c'est marcher avec une laisse invisible. Pendant ce temps, Édith continue de travailler, de se rendre incontournable par la fidélité au président et par une présence constante. Elle comprend qu'il faut se tenir prête, comme une doublure qui sait que l'acteur principal peut tomber malade à tout moment. Dans les couloirs, on murmure que Rocard agace l'Élysée, qu'il est trop populaire, trop autonome, trop sûr de lui. Les rumeurs deviennent des courants d'air. Et dans un palais comme l'Élysée, les courants d'air finissent par faire claquer une porte. Puis survient le twist que peu avaient anticipé. Quand Rocard tombe, ce n'est pas un autre homme évident qui le remplace, ni une figure consensuelle, c'est elle, Édith Cresson. Le 15 mai 1991, Mitterrand la nomme première ministre, la première femme à ce poste dans toute l'histoire de la France. Sur le papier, c'est un événement immense. Dans la réalité, c'est un défi à la limite de l'impossible. Elle arrive au moment où tout est déjà fragilisé. L'économie, la majorité, la confiance, l'unité du camp, et surtout, elle arrive avec une cible peinte dans le dos, parce que Rocard, même sorti de Matignon, reste dans l'air comme une référence. Beaucoup dans la majorité pensent encore qu'il est le meilleur. Beaucoup dans les médias voient en elle une anomalie. Beaucoup, à droite, flairent le sang. Et à gauche, certains rêvent déjà de son échec pour dire « on vous l'avait bien dit ». La rivalité avec Rocard ne se joue plus dans des congrès.
Elle se joue dans le regard de tout un pays. Son entrée à Matignon ressemble à une montée d'escalier dont chaque marche est savonnée. Les dossiers s'empilent et avec eux, une violence nouvelle, celle des attaques personnelles. Chaque parole devient un piège. Chaque déplacement est une épreuve. Chaque hésitation est amplifiée. Elle comprend vite que sa marge d'erreur n'est pas petite. Elle est inexistante. Un homme peut être médiocre et survivre. Une femme doit être parfaite, et on l'appelle chanceuse. Elle doit prouver deux choses à la fois, qu'elle est compétente et que son existence même à ce poste n'est pas une erreur historique. Et là, l'horloge invisible revient, plus bruyante que jamais. Elle n'a pas un mandat confortable devant elle. Elle a un temps limité, quelques mois, peut-être un an, pour imposer une autorité, marquer des décisions et surtout empêcher que l'idée Rocard ne ressurgisse comme une solution naturelle. Elle est en compétition contre un fantôme vivant, un rival qui n'a même pas besoin de parler. Sa simple présence dans l'imaginaire public suffit à fragiliser la première ministre. C'est dans cette tension extrême que se prépare la tempête, car à partir de ce moment, chaque seconde compte. Et pendant que Matignon s'illumine tard dans la nuit, pendant que les conseillers chuchotent et que les journalistes campent à l'entrée, une question brûle les lèvres de tous. Édith Cresson va-t-elle survivre à l'épreuve du pouvoir ou être dévorée par lui avant même d'avoir eu le temps de se défendre? Nombre de caractères, espace inclus, 10 608. Imaginez, un coup de fil de quelques minutes et 150 ans d'histoire politique basculent. Une sonnerie banale, un combiné en plastique, un « Allô, Cresson ?» venu du fond de l'Élysée, et soudain, tout ce que la France a toujours tenu pour évident, qu'un Premier ministre est forcément. Un homme, forcément d'un certain âge, forcément fabriqué dans les mêmes moules, explose en silence. Ce 15 mai 1991, quand le téléphone d'Édith Cresson se met à vibrer, elle ne le sait pas encore, mais elle vient d'entrer dans un conte, à rebours d'une brutalité inouïe. Moins de 12 mois pour prouver qu'une femme peut tenir Matignon, moins d'un an pour tenir tête à une tempête médiatique, politique, économique, et à un rival qu'on n'a pas vraiment remplacé, Michel Rocard, devenu fantôme encombrant d'un pouvoir qu'elle tente à peine d'attraper. Le dialogue avec Mitterrand est court, presque sec. Il n'a pas besoin de longs discours. Il propose, elle accepte. « Je vous nomme Premier ministre ?» Elle raccroche, s'assoit, fixe le mur une seconde de trop. « Premier ministre », pas « première », pas « femme Premier ministre ». Son cerveau refuse, l'espace d'un instant, d'accrocher le mot au féminin. Quand elle ressort de la pièce, le monde extérieur n'a pas encore changé. Les voitures circulent, les passants traversent au feu vert. Mais déjà, dans des rédactions où l'on prépare les éditions spéciales, dans des états-majors où l'on vérifie les carnets d'adresses, une phrase circule, c'est Cresson. On ajoute, presque toujours, un commentaire, « Vous y croyez, vous ?» L'entrée à Matignon est un choc visuel. Les salons dorés, les tapis épais, les portraits d'hommes à barbe soignée accrochés au mur. Depuis la Troisième République, cette maison n'a connu que des chefs de gouvernement masculins. Et voilà qu'une femme franchit la cour pavée, tailleur sombre, sac de travail, démarche rapide comme si elle refusait d'épouser le rythme cérémoniel des lieux. Les caméras s'affolent, les objectifs crépitent, les commentateurs improvisent des phrases sur l'événement historique. Très vite, sous les superlatifs, un autre mot s'infiltre, Paris. On explique au public que Mitterrand tente un coup. Sous-entendu, on va voir si ça tient. La composition du gouvernement, elle, ressemble à une équation impossible. Il faut ne pas humilier les rocardiens, rassurer les mitterrandiens, ménager les courants, donner des gages à la gauche du parti. À la droite du parti, aux centristes susceptibles de soutenir certaines réformes, dès les premières heures, elle comprend que chaque nom qu'elle signe sur la liste des ministres est un jalon et un piège potentiel. Autour d'elle, certains la regardent avec une politesse crispée. « Ce ne sera jamais vraiment son gouvernement », murmure-t-il déjà. Mais celui de Mitterrand, elle le sait. Mais elle sait aussi que dans l'opinion, ce sera bien son visage à elle qu'on collera à la moindre crise. Dans les premières semaines, elle veut aller vite. Trop vite, disent ses conseillers. Elle impose 3 priorités. L'emploi des jeunes, la relance de l'investissement industriel et l'Europe qui se prépare à tourner
Une page avec le futur traité de Maastricht. Elle n'a pas les moyens d'un grand soir, elle le sait, mais elle veut au moins ouvrir des chantiers concrets. Ses réunions à Matignon sont courtes, tendues, sans préambule. Elle coupe la parole, réclame des chiffres, des dates, des résultats. Certains ministres, habitués à des présidences de séances feutrées, sortent de là secoués. On commence à dire mi-choquée, mi-fascinée. Elle n'a pas la manière. En réalité, elle n'a surtout pas le luxe du temps. Les sondages sont mauvais, le chômage grimpe, les scandales de la décennie précédente, comme celui du sang contaminé, continuent de projeter leur ombre. Les échéances électorales approchent, cantonales, régionales, puis législatives à l'horizon 1993. À peine installée, elle vit avec ce calendrier collé à la peau. Chaque mois qui passe sans amélioration tangible est un mois perdu, et un argument de plus pour ceux qui répètent, dans les couloirs, du Parti socialiste. Il faut rappeler Rocard. La rivalité prend désormais une forme nouvelle. Ce n'est plus une compétition d'ascension, c'est un duel à distance entre un passé idéalisé et un présent sous pression. Rocard parti, Rocard devenu l'homme qu'on a laissé partir trop tôt, flotte comme une solution de rechange. À la moindre difficulté, à la moindre bourrasque sociale, des éditorialistes écrivent noir sur blanc. Et si le président se trompait? D'un sous-entendu. Et si Rocard, finalement, avait été le bon choix? Elle le lit, elle le sait. Dans ce face-à-face invisible, elle se bat contre un homme qui, pour l'instant, n'a rien à faire, juste attendre qu'elle trébuche. Et la machine à trébucher se met en route très vite. Le pays, déjà nerveux, capte la moindre phrase, le moindre geste. Son parler abrupt, qui faisait sa force dans les ministères techniques, se retourne contre elle dans un poste où chaque mot est scruté au microscope. Une remarque sur les Japonais, fourmis, une autre sur les homosexuels, dangereux dans certaines professions, des critiques acerbes contre les anglo-saxons qui n'ont jamais rien inventé. En quelques semaines, ces formules sèches deviennent des bombes médiatiques. Certaines sont déformées, arrachées à leur contexte, amplifiées. D'autres sont réellement maladroites, blessantes. Mais peu importe la nuance, l'image se fige. Elle est gaffeuse, outrancière, incontrôlable. Là où un homme aurait été décrit comme excessif mais brillant, elle devient hystérique ou inapte. Le sexisme, que la France croyait parfois dépassé, ressort avec une violence crue. Pourtant, pendant que les caricatures fleurissent, le travail continue, harassant. À Matignon, les dossiers s'empilent comme des remparts de papier. Réforme de la formation professionnelle, soutien aux PME, adaptation. De la protection sociale à une économie qui ralentit. Elle bataille pour créer des dispositifs d'insertion pour les jeunes sans qualification, pour orienter des crédits vers la recherche, pour défendre une vision de l'Europe où la France ne serait pas seulement un suiveur, mais ces combats, complexes, ne se traduisent pas en images simples. Une petite phrase maladroite a plus de portée qu'un décret réussi. Les crises sociales, elles, ne se soucient pas de pédagogie. L'hiver 1991-1992 est un défilé de colère. Cheminots, étudiants, infirmières, enseignants, des cortèges traversent Paris, drapeaux au vent, slogans rageurs. On scande son nom comme on siffle un arbitre. À chaque manifestation, les journaux télévisés répètent les mêmes plans. Banderoles, fumigènes, visage fermé et, en surimpression, sa photo derrière un bureau. Téléphone à la main, regard dur, on suggère que le pouvoir est sourd, aveugle, enfermé. Dans le huis clos de Matignon, elle tente de tenir le cap, de ne pas céder à la panique. Elle sait qu'un recul mal calibré ne la sauverait pas, qu'il ne ferait que nourrir l'idée qu'elle ne tient pas la route. Autour d'elle, certains conseillers commencent pourtant à lâcher prise. Les socialistes locaux remontent des remontées catastrophiques du terrain. Les militants se font insulter sur les marchés, les élus de base ne savent plus quoi répondre. Et toujours, en arrière-fond, cette musique lancinante. Avec Rocard, ce serait différent. Il n'est plus au pouvoir, mais il reste présidentiable. Potentiel recours, figure de l'autre voie. Elle comprend que le duel qu'elle croyait jouer à armes égales est truqué. Tiens bon, on te comparera à tes erreurs. Flanche, on te comparera au mythe de celui qui n'a plus à décider. Puis vient le moment des urnes. Mars 1992. Élections régionales et cantonales.
Pour elle, c'est plus qu'un scrutin intermédiaire, c'est un verdict. Elle sait que si la majorité sort du vote en lambeaux, son passage à Matignon est compté. Les résultats tombent comme des coups de massue. La gauche recule partout, la droite emporte une série de régions, l'abstention bat des records. Sur les plateaux télé, les mots désaveu et sanction s'enchaînent comme des balles. On décortique chaque carte, chaque tranchée perdue. Très vite, un consensus s'impose. Pour limiter la casse, il faut changer de Premier ministre. La nuit suivant les résultats, Matignon ne dort pas. Dans les bureaux encore éclairés, des collaborateurs rangent des dossiers en silence. D'autres font semblant d'y croire encore. Elle, assise dans son fauteuil, lit les notes, les chiffres, les recoupements. Elle sait qu'elle a perdu la protection principale qui pouvait compenser son impopularité. L'idée que Mitterrand ne lâchera pas sa première ministre, désormais le calcul est différent. Pour le président, qui songe déjà à la fin de son second mandat, il s'agit de sauver ce qui peut l'être en vue de 1993. Elle devine la suite avant de la vivre. Un entretien à l'Élysée, des phrases convenues sur la nécessité d'un nouvel élan, une démission remise, acceptée. En avril 1992, moins d'un an après être entrée comme une déflagration dans l'histoire, Édith Cresson quitte Matignon par la même cour pavée. Cette fois, les caméras filment une sortie, pas une entrée. Les flashs crépitent, mais le ton a changé. On parle de plus courte expérience, de paris ratés, de mauvais casting. On résume son passage à des gaffes, des maladresses, des défaites. On oublie volontiers qu'elle a gouverné dans un contexte économique dégradé, avec une majorité épuisée, sous le feu croisé des adversaires, et de son propre camp. Pour beaucoup, à ce moment-là, sa carrière nationale est terminée. On lui promet une existence de notabilité locale à Châtellerault, quelques conférences, des postes honorifiques. Rocard, lui, continue de hanter le paysage. Il prend la tête du Parti socialiste, parle de refondation, tente de transformer sa popularité en pouvoir durable. La rivalité semble tranchée. Sur le papier, il a gagné. Lui reste au centre du jeu, elle est reléguée. Pourtant, c'est encore elle que Mitterrand ira chercher pour une dernière mission de poids. Et c'est là que le récit bascule une nouvelle fois. En 1995, alors que la France change de président, Chirac succède à Mitterrand, Édith Cresson effectue un mouvement latéral, presque déroutant pour l'opinion. Elle devient commissaire européenne, chargée de la recherche, de l'éducation et de la formation professionnelle, dans la commission présidée par Jacques Santer. Aux yeux du grand public, Bruxelles est une nébuleuse. Pour elle, c'est un nouveau champ de bataille, mais aussi une chance de reprendre la main loin des caricatures nationales. Elle connaît déjà les couloirs européens, mais cette fois, elle arrive comme membre du gouvernement de l'Union, pas simple ministre français en négociation. Sa mission est colossale, préparer l'Europe à l'économie de la connaissance avant même que cette expression ne devienne un slogan. Elle doit piloter les programmes cadres de recherche, orienter des milliards vers des laboratoires, des universités, des centres de formation. Internet commence à peine à s'installer, les biotechnologies sortent des labos, l'idée même d'un espace européen de l'enseignement supérieur prend forme. Dans son portefeuille, il y a la promesse d'une génération entière, celle qui devra vivre dans un monde globalisé que personne ne comprend encore tout à fait. Elle se jette dans ce travail avec l'énergie qu'on lui connaît. Les réunions s'enchaînent, en 12 langues, avec des commissaires aux cultures politiques parfois diamétralement opposées. Elle plaide pour des programmes de mobilité, pour renforcer des dispositifs comme Erasmus, pour financer la recherche fondamentale, sans céder trop vite aux sirènes du court terme. Ses interlocuteurs sont des scientifiques, des recteurs, des ministres nationaux de l'éducation. Dans ces milieux-là, son style direct surprend, parfois heurte, mais il convainc aussi. On sait où elle veut aller. À Bruxelles, les rivalités internes sont moins visibles que celles du PS, mais tout aussi féroces. Les commissaires défendent jalousement leurs prérogatives. Les États membres surveillent chaque ligne budgétaire. Elle doit batailler pied à pied pour arracher des crédits, pour éviter que la recherche soit la variable d'ajustement d'une Europe. Obsédée par la rigueur budgétaire, elle y réussit en partie. Certains programmes sont renforcés, les perspectives pour les jeunes chercheurs s'élargissent. Mais comme souvent dans sa carrière, ce qui fonctionne se voit peu, ce qui déraille, en revanche, va éclater au grand jour.
car autour de la commission Santer commence à gronder une autre tempête, celle des accusations de népotisme, de mauvaise gestion, de favoritisme. Des rapports internes évoquent des contrats douteux, des nominations contestables, des dépenses mal contrôlées. Dans ce maquis de reproches, le nom d'Édith Cresson va se retrouver au centre d'un cyclone, l'affaire de son ami, un dentiste français. Nommé expert à Bruxelles dans des conditions jugées irrégulières, un contrat, quelques dizaines de milliers d'euros à l'échelle d'un budget colossal, mais pour l'opinion, l'affaire est simple à raconter. Elle a pistonné un proche? Le parallèle avec son passage à Matignon est frappant. Là encore, le système, déjà fragile, cherche un visage sur lequel concentrer la colère. Là encore, elle devient l'incarnation commode de dysfonctionnements largement partagés, le Parlement européen s'enflamme, les commissions d'enquête se succèdent, les journaux réclament des têtes. On parle de culture d'impunité, de dérive. Et comme souvent, ce sont les personnages les plus visibles, les plus controversés, qui se retrouvent au premier rang des accusés. Édith Cresson, déjà chargée d'une réputation sulfureuse depuis Paris, devient l'une des cibles principales. En mars 1999, coup de théâtre, la Commission européenne au complet démissionne. Une première dans l'histoire de l'Union. Collectivement, les commissaires reconnaissent que la confiance est rompue. Individuellement, chacun tente de limiter les dégâts. Dans les rapports qui suivent, Édith Cresson est mise en cause plus lourdement que d'autres. On parle de manquements graves aux obligations, de favoritisme avéré. Elle se défend, furieuse, expliquant qu'elle n'a rien fait de différent de ce qui se pratiquait alors, qu'on la désigne comme bouc, émissaire parce qu'elle est connue, parce qu'elle est femme, parce qu'elle a déjà été jugée avant même d'être entendue. Son tempérament explose à nouveau au grand jour. Elle refuse de jouer les repentis exemplaires, ni toute volonté d'enrichissement personnel, rappelle qu'aucune malversation directe ne lui est reprochée. Mais la machine médiatique est lancée. En France, les titres sont sans nuance. Cresson encore éclaboussée. La chute de l'ancienne première ministre. La boucle semble se refermer. De Matignon à Bruxelles, 2 expériences de pouvoir suprême se terminent sur des images de sortie honteuses. Les uns y voient la confirmation d'une inaptitude, d'autres, plus rares, commencent à percevoir un schéma. Chaque fois qu'elle s'approche du sommet, le système trouve en elle un réceptacle, idéal pour ses propres contradictions. À la fin des années 1990, quand elle quitte définitivement la commission, elle n'est plus au centre de rien, ni à Paris, ni à Bruxelles. Rocard, lui aussi, a vu ses ambitions présidentielles s'éroder. La gauche s'est recomposée sans lui. Le duel qui avait structuré une part de sa vie politique s'est dissous dans d'autres combats, d'autres générations. Pourtant, pour Édith Cresson, le temps n'a pas effacé l'essentiel. Elle a été la première femme à affronter l'épreuve de Matignon. Et l'une des rares à se retrouver aux avant-postes d'une Europe en construction, le prix payé a été immense, en insultes, en caricatures, en solitude. Mais le compte à rebours qui s'était déclenché au premier coup de fil de Mitterrand ne s'est pas arrêté avec sa sortie de Bruxelles. Il s'est simplement transformé. Désormais, il lui restait le temps d'une vie pour tenter d'imposer une autre lecture de son parcours, que celle commode de l'échec. Et pendant que le vacarme des scandales s'éloigne, une autre question, plus sourde, commence à se poser. Que reste-t-il lorsque les fauteuils ont été rendus, des décisions prises, des batailles menées, des coups encaissés? Quel héritage peut laisser une femme qui a traversé le pouvoir comme on traverse une zone de turbulence, sans jamais être vraiment autorisée à s'installer? La réponse, elle devra la construire loin des caméras, loin des cortèges ministériels, dans un temps plus lent où l'on ne gouverne plus les autres, mais seulement sa propre mémoire. Un matin, il n'y a plus de sirène de motard, plus de micros tendus, plus de flash qui crépitent. Il n'y a qu'un bruit minuscule, presque dérisoire, celui d'un journal qu'on dépose devant sa porte, une simple colonne, en bas de page, l'ancienne commissaire européenne Édith Cresson, mise en cause dans un rapport. Une vie entière résumée à une ligne, coincée entre la météo et les résultats aux sportifs? Elle lit, repose le papier, regarde l'horloge du salon. Cette fois, ce n'est plus le temps d'un mandat qui la presse, ni celui d'une législature. C'est un compte à rebours plus brutal, plus intime. Combien d'années lui reste-t-il pour empêcher qu'on ne retienne d'elle qu'un mot
Scandale, là où elle a tenté, toute sa vie, de prononcer un autre mot, seconde chance. Après la déflagration de Bruxelles, elle se retire en Vienne comme on regagne une base arrière après une campagne perdue. Châtellerault n'a plus le visage des années 1980, où elle en était la mère combative. La ville s'est un peu assoupie, comme elle. Sa maison, au bout d'une allée bordée d'arbres, devient un refuge. Les journées s'organisent autour de choses simples, des lectures, des promenades, quelques coups de fil. Mais très vite, l'instinct qui l'a toujours empêché de se contenter d'un rôle décoratif remonte, disparaître, se couler dans le cliché de la vieille notabilité qui coupe des rubans et signe des dédicaces? Non. Si elle ne peut plus gouverner un pays ni une commission, elle peut encore gouverner un territoire minuscule, celui de son propre héritage. Ce territoire, elle choisit de le bâtir autour de ceux dont personne ne veut, les jeunes sans diplôme, les décrocheurs, les ratés du système scolaire. Dans la France des années 2000, ces milliers de garçons et de filles qui sortent de l'école sans rien, on les invisibilise comme on a tenté parfois de l'invisibiliser elle. Elle reconnaît dans leur parcours une forme de miroir, un système qui fabrique ses exclus, puis prétend s'étonner de leur colère. Les écoles de la deuxième chance, qu'elle a contribué à faire émerger, bien avant que l'expression ne devienne un sigle dans les rapports européens, devienne son obsession. Elle visite des centres, s'assoit dans des préfabriqués qui sentent la craie et le café réchauffé, écoute des jeunes raconter leur première exclusion, leur premier envoi, leur première humiliation. Devant eux, l'ancienne première ministre parle moins fort. Elle n'est plus celle qui tranche, mais celle qui insiste. Ne laissez personne vous expliquer que tout est joué à 16 ans. Pendant qu'elle s'accroche à ces trajectoires brisées qu'elle veut aider à recoller, la grande machine institutionnelle ne l'a pas oubliée. Une enveloppe venue de Luxembourg atterrit sur sa table. Procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne. Langage froid, articles de traité, références obscures. Derrière la technicité, une réalité simple. On lui demande de répondre, une nouvelle fois, de ce contrat accordé à un ami dentiste. Quand elle était commissaire, l'Europe qui l'avait chargée de dessiner l'avenir de la recherche et de la formation lui demande désormais des comptes sur un nom, une signature. Elle accepte de se défendre, mais sait que ce procès-là ne se joue pas seulement dans un prétoire, il se joue dans les têtes, celles qui ont déjà collé l'étiquette « faute » sur son nom. À Luxembourg, les couloirs sont silencieux, feutrés, aux antipodes des batailles parlementaires dont elle a l'habitude. Les robes noires des juges glissent sans bruit. Les audiences s'ouvrent dans une solennité glacée. Elle n'est plus chef de gouvernement, ni commissaire, ni candidate. Elle est la partie défenderesse. On évoque des contrats, des procédures internes, des usages tolérés, des règles floues. Elle se tait parfois, serre les lèvres, car elle comprend très bien la scène qui se joue derrière la scène. L'Europe veut se laver de ses propres pratiques en exhibant un visage connu. Le verdict, des années plus tard, sera nuancé, presque déroutant pour le grand public. Oui, manquement à certaines obligations. Non, pas de sanctions dévastatrices, pas de privation de droits, une sorte de blâme juridique, plus symbolique que véritablement punitif. Mais dans les journaux, on ne retiendra qu'un mot, condamné. Encore une fois, la complexité se réduit à un coup de tampon. À la sortie, elle rentre chez elle avec une fatigue qui n'est plus seulement politique, mais physique. Elle a dépassé les 70 ans. Le corps réclame sa part, les articulations protestent, les médecins parlent de prudence. Elle pourrait s'enferrer dans l'amertume. Elle choisit autre chose, la persistance. Elle continue autant qu'elle le peut à travailler avec sa fondation, à soutenir les projets d'insertion, à écrire des lettres de soutien. Dans la France des années 2000, la vie politique se réorganise sans elle. Une nouvelle génération monte, avec ses propres codes, ses réseaux sociaux, ses débats. Sur les plateaux, on parle de Ségolène Royal, de Martine Aubry, de Rachida Dati, de Najat Vallaud-Belkacem. On prononce parfois son nom comme un avertissement. Surtout, ne pas refaire le coup Cresson. Elle regarde tout cela à la télévision, un soir sur deux, avec une lucidité parfois cruelle. Les femmes en politique continuent, de déranger, mais désormais elles sont suffisamment nombreuses pour que le système ne puisse plus toutes les sacrifier. La rivalité qui l'a longtemps hantée, celle avec Michel Rocard, semble s'être dissoute dans ce nouveau paysage où les affrontements
se jouent entre générations et non plus entre courants mitterrandiens. Et puis, en 2016, la nouvelle tombe. Rocard est mort. Elle regarde les éditions spéciales, les reportages hommages, les images d'archives, l'homme de la deuxième gauche, le premier. Ministre que la France n'a pas su garder, l'esprit réformateur sacrifié. Elle mesure, un peu amère, l'écart de traitement. Il est célébré comme l'éternelle promesse interrompue. Elle demeure pour beaucoup la tentative ratée. Elle ne lui en veut plus à lui, ils se sont assez combattus pour se comprendre. Mais elle en veut à ce récit paresseux qui transforme un duel politique en tragédie à un seul héros. Le soir même, elle confie à un proche. Au moins, maintenant, la course est finie. Il n'y a plus que le temps qui décidera. Et le temps, justement, commence à faire son travail de manière inattendue. À partir de la fin des années 2010, quelque chose change dans l'air. Les mouvements féministes se radicalisent. MeToo libère une parole qu'on croyait enterrée. Des journalistes plus jeunes, des historiennes, des militantes se plongent dans les archives des années 1980-1990. Elles revisionnent les interviews, relisent les éditoriaux, comptent les unes de journaux. Elles comparent les titres sur Rocard, sur Balladur, sur Juppé et sur Cresson. L'écart saute aux yeux. Là où l'on parlait de fermeté pour les uns, on écrivait hystérie pour elles. Là où l'on soulignait le franc-parler des hommes, on dénonçait ces dérapages, comme symptômes d'une incapacité presque biologique. Dans des émissions de radio, dans des articles, un mot revient. Sexisme. Non plus comme slogan abstrait, mais comme clé de lecture de ce qu'elle a vécu. On recommence à l'inviter. Pas beaucoup, pas partout, mais assez pour qu'elle accepte quelques déplacements. Son visage a changé, les traits sont plus marqués, la voix un peu plus rauque. Mais l'œil, lui, reste vif. Devant des micros où s'assoient désormais des journalistes qui n'étaient pas nés quand elle a été nommée à Matignon, elle déplie calmement ce qu'elle avait crié autrefois trop vite, trop fort. Elle raconte les remarques dans les couloirs, les réflexions sur ses tailleurs, les questions absurdes sur sa vie privée. Les unes, de presse où on l'affublait de caricatures grotesques, elle ne nie pas ses erreurs, ses phrases blessantes, ses jugements à l'emporte-pièce. Elle les replace simplement dans un contexte que personne, à l'époque, ne voulait voir. Paradoxalement, plus elle devient vieille, plus ce qu'elle raconte devient moderne. Elle n'est plus la gaffeuse de 1991, mais un témoin de la violence faite aux femmes de pouvoir. Et puis vient un soir de mai 2022. À la télévision, les images sont familières et pourtant inédites. La cour de l'Élysée, les drapeaux, les gardes républicains, le perron. Le président Emmanuel Macron annonce la nomination d'une nouvelle chef de gouvernement, Elisabeth Borne. Les commentateurs cherchent leurs mots. Certains, par réflexe, lâchent la deuxième femme à Matignon, 31 ans après, et se tournent vers l'écran où s'affichent les images d'archives de 1991, tailleur sombre, cheveux courts, démarche rapide. Édith Cresson, entrant dans la lumière comme on entre dans un piège. Chez elle, la nonagénaire ajuste le son, se penche vers l'écran, elle voit son propre visage juxtaposé à celui de Borne. Elle entend les journalistes expliquer que les temps ont changé, qu'on veille à ne pas refaire les mêmes erreurs. Elle ne peut s'empêcher de sourire, un sourire un peu triste. On a mis plus de 30 ans à lui trouver une successeur. Le temps du pouvoir est court, le temps de rattrapage du patriarcat, lui, est interminable. Les dernières années ressemblent à un long crépuscule, mais pas à un renoncement. Le monde se confine en 2020, elle découvre comme tout le monde l'étrangeté des rues vides et des visages masqués. Les visites se raréfient, les réunions d'associations se font par visioconférence, mais elle insiste pour rester informée. On lui imprime des rapports, on lui lit des articles, elle continue de suivre ce qu'il advient des écoles de la deuxième chance, de ces dispositifs d'insertion qu'elle a défendus contre vents et marées, lorsque des élus locaux ou des anciens élèves lui écrivent pour la remercier. Elle garde les lettres dans une boîte en carton qu'elle ouvre régulièrement. Dans ce petit coffret, il n'y a ni décret officiel, ni décoration solennelle, mais des phrases simples. Sans cette école, je serais en prison. Grâce à cette formation, j'ai un travail. Pour elle, ce sont ces mots-là qui font office de reconnaissance. À mesure que la fragilité s'installe, les déplacements se réduisent. Elle ne se rend plus que rarement à Paris, encore moins à Bruxelles.
Les hôpitaux remplacent les hémicycles. Les analyses sanguines prennent la place des notes de cabinet. Elle n'aime pas qu'on parle de maladie. Elle préfère évoquer des pannes techniques. Mais elle sait, comme on sait intuitivement que l'été ne durera pas, que le temps s'accélère. Elle accepte, un peu à contre-cœur, de livrer une dernière longue interview, où elle revient sur ses années de pouvoir avec une franchise désarmante. Elle y dit ce qu'elle regrette, certaines formules insensibles, une confiance trop grande dans la force brute de son caractère, et ce dont elle reste fière. Avoir tenu, même mal aimé, la barre d'un État qui ne voulait pas d'une femme à sa tête. Avoir donné un nom et une structure à cette idée simple que l'on peut recommencer sa vie après un échec. Mais 2025, le printemps est déjà bien entamé. Dans sa maison de Vienne, le jardin refleurit. Indifférent aux bulletins de santé, elle a 91 ans. Autour d'elle, le cercle s'est réduit. Famille, amis de longue date, quelques compagnons de route restés fidèles. Le 19 mai, la nouvelle tombe, sobre, presque austère. Édith Cresson est morte. Les chaînes d'information préparent des modules de quelques minutes, exhumant des images de Matignon, de Bruxelles, quelques phrases, devenues célèbres parfois malgré elles. On monte en accéléré une carrière de 40 ans. On plaque dessus 2 ou 3 adjectifs, controversée, pionnière, éphémère. Puis on passe au sujet suivant. Le soir, dans certains journaux, on rappelle qu'elle fut la première femme à Matignon. Dans d'autres, on insiste sur les dérapages et les affaires. Même dans la mort, son histoire refuse de rentrer dans une seule case. Mais au-delà des nécrologies écrites à la hâte, d'autres voix se font entendre. D'anciennes élèves des écoles de la deuxième chance témoignent. Des responsables associatifs expliquent que sans son obstination, certaines structures n'auraient jamais vu le jour. Des chercheurs rappellent le rôle qu'elle a joué à la commission pour sanctuariser des budgets de recherche menacés par la rigueur. Des femmes politiques, qui l'ont parfois critiquée, reconnaissent d'avoir cheminé sur un sentier qu'elle a ouvert à coups de machette. Sur les réseaux sociaux, les jeunes militantes féministes qui l'avaient redécouverte quelques années plus tôt postent des extraits d'archives, des unes de journaux d'une violence sidérante. Elles les juxtaposent avec les leurs, montrant que si les visages ont changé, les mécanismes, eux, ont la vie longue. Et peu à peu, un autre récit s'esquisse, celui d'une femme qui a été moins un accident qu'un révélateur. Car ce que son parcours met à nu, vu d'après, c'est la manière dont un système utilise et détruit ces figures atypiques. On lui a demandé, à elle, en quelques mois, de prouver qu'une femme pouvait assumer la fonction la plus exposée de la République, dans un contexte économique délabré, avec un parti agonisant et un rival mythifié dans son dos. On l'a placée à Bruxelles pour réparer une image, puis on l'a désignée comme symbole des dérives qu'on ne voulait pas regarder en face. On l'a accablée pour un contrat douteux, là où on fermait les yeux sur des pratiques similaires. On l'a renvoyée à ses origines, à son genre, à son caractère, comme si les hommes, eux, ne gouvernaient jamais avec leur tempérament. Et pourtant, malgré tout cela, elle a laissé des traces concrètes, des dispositifs de formation, des programmes européens, des expérimentations locales qui ont survécu à son départ, parfois même à son nom. C'est là que se joue, peut-être, la dernière ironie de sa vie. Ce qu'elle a construit de plus durable est précisément ce qui ne se voit pas dans les images fracassantes par lesquelles on la résume. Les jeunes qu'elle a aidés n'ont, pour la plupart, pas voté pour elle, ne l'ont jamais vue à la télévision, ne connaissent d'elle qu'un intitulé de fondation, mais ce sont eux, dans leur parcours reconquis, qui prolongent le mieux son intuition. Personne ne devrait être condamné définitivement par son premier échec. Le compte à rebours déclenché un jour de mai 1991, avec ce fameux coup de fil venu de l'Élysée, s'est arrêté le 19 mai 2025, avec le dernier battement de son cœur. Entre ces deux dates, la France a changé de visage, l'Europe a changé de taille, les femmes ont commencé à changer de place. La vie d'Édith Cresson, traversée de chocs, de failles, de maladresses, n'est ni une success story ni une catastrophe. C'est une fissure dans un mur très ancien. Une fissure mal taillée, irrégulière, contestée, mais par laquelle d'autres, après elle, ont pu passer. Le temps, ce rival invisible qui l'a pressé toute sa vie, jouera encore. Il usera les caricatures, polira les phrases, diluera les scandales, et il ne restera peut-être un jour qu'une évidence.
Avant que l'on parle d'égalité en tribune, il a bien fallu que quelqu'un accepte d'en payer le prix, seul. Elle fut de ceux-là